Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, reportage, une école pour pister l'argent sale. Une trentaine de policiers, de magistrats européens de haut niveau se forment à Strasbourg. Mission, lutter contre le blanchiment d'argent, la corruption, l'évasion fiscale. Cette formation est une première en Europe, financée à 90% par la Commission européenne. Simulation de perquisition, cas pratiques, former ensemble des enquêteurs de plusieurs pays et ça n'a tout pour les coopérations à venir. C'est ce que nous allons voir dans le reportage de Charles Vinanov. Mais avant, un tout autre sujet. Les municipales en France, vous le savez, elles sont passées. Une déroute pour la gauche. François Hollande en a tiré les conséquences en nommant un nouveau Premier ministre. Mais déjà, les élections européennes se profilent. C'est le 25 mai. Un troisième tour. François Hollande et sa majorité ont largement perdu la bataille des élections municipales. Mais une autre arrive, trouver 50 milliards d'euros sur la période 2015-2017. Le chef de l'État a rendez-vous avec l'Europe, la lutte contre les déficits, il a promis des économies de 50 milliards en 3 ans. Mais où trouver ces 50 milliards d'euros d'économies avant 2017 ? Le gouvernement, qui ne parvient pas à baisser le chômage, devra rendre des comptes à Bruxelles en avril sur sa trajectoire budgétaire, dépenses, recettes, déficit, endettement. Il a aussi rendez-vous en France avec le vote au Parlement du pacte de responsabilité, baisse des charges patronales contre promesses d'embauche. D'ici là, François Hollande aura-t-il tranché sur les sacrifices que l'État, les collectivités locales, les fonctionnaires, les chômeurs, les intermittents, les bénéficiaires de prestations sociales doivent faire pour trouver ces 50 milliards d'économies ? Cela nous concerne tous, de près ou de loin. Retour du déficit à 3%, Hollande demande à demi-mot un délai à l'Europe. Le gouvernement aura aussi à convaincre l'Europe que cette contribution de la France à la compétitivité, à la croissance, doit être prise en compte dans le respect de nos engagements. La Commission européenne elle-même ne se fait guère plus d'espoir. Elle a déjà prévu un déficit important en France et demande à Paris des mesures supplémentaires pour le stabiliser, ce déficit, au risque de fragiliser la croissance tant désirée par le chef de l'État. Les élections européennes, c'est le 25 mai. Elles risquent de se transformer en troisième tour des municipales. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Jean-Marie Cavada. Bonjour, vous Bonjour êtes député UDI, numéro 2 de la liste présentée par l'Alternative en Ile-de-France et conduite par Marielle de Sarnez. Alors question toute simple, Jean-Marie Cavada, est-ce que c'est pas ce dimanche 30 mars, au soir du second tour des municipales, que le décor il a été planté pour les élections européennes? Non, il n'y a pas un grand rapport. D'abord, je voudrais faire une observation, parce que parlant aux électeurs et donc aux citoyens, j'aimerais quand même qu'on dise la vérité et non pas des fantasmes. Quelle est la vérité? C'est que le Front National, en total de voix, a fait le même score qu'il avait fait la dernière fois, c'est-à-dire quelque chose comme 7,5%. Donc, aussi spectaculaire que l'on puisse considérer la prise d'un certain nombre de villes, il n'y en a quand même pas 3000, hein, il y en a une dizaine, douzaine. Et c'est bien normal, après tout, puisqu'il y a des électeurs. Il ne faudrait pas commencer à avoir, y compris dans certains médias, les yeux de chimène pour le Front National et son futur scrutin supposé. Voilà la réalité. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le scrutin européen, c'est un scrutin qui va un peu parler d'Europe, mais aussi, hélas pour nous, pays en très mauvais état depuis une trentaine d'années. Il faut quand même le dire. Le déficit, il ne date pas d'aujourd'hui. Les élections européennes seront des élections largement de défoulement. Nous devons donc mobiliser toutes les forces républicaines, ceux qui sont au gouvernement, ceux dans l'opposition qui savent et pensent et oseront dire à leurs électeurs que la France n'a pas d'avenir hors de l'Europe, que maintenant, en gros, il faut cesser de regarder les sondages le matin et la caméra du 20h le soir. Il faut dire la vérité. Le pays est dans une situation extrêmement grave et quand ça va mal, qui paye? Pas ceux qui parlent au-dessus. C'est le peuple en bas. Et je le dis ça parce que ceux qui regardent Mme Le Pen, ils vont payer la facture de Mme Le Pen si un jour elle s'approchait du pouvoir. Mais sur ces 50 milliards d'économies qu'il faut trouver d'ici à 2017, qu'est-ce qu'on coupe? Où on va les trouver? Il y a plusieurs axes pour cette dépense. Il faut restreindre la dépense publique. Je vais vous donner un seul exemple. En 1980, il y avait environ 2 400 000 fonctionnaires des 3 fonctions publiques françaises. La fonction des fonctionnaires du statut national, la fonction territoriale et la santé.
30 ans plus tard, nous sommes 5,4 millions, 5,6 millions. Quelqu'un qui viendrait de la planète Mars va se dire, mais ce pays a doublé d'habitants. On était 55 millions, est-ce qu'on est 110 millions? Non. On est simplement 65 millions. Pourquoi a-t-on doublé? Dégraisser le mammouth, comme dirait l'ancien ministre? Mais oui, mais absolument. Pourquoi a-t-on doublé le nombre d'administrateurs de la France alors qu'on n'a pas doublé de population? C'est un laisser-aller épouvantable et il va bien falloir redresser ça parce que sinon, c'est maintenant que toutes les jeunes générations qui entrent dans l'emploi et d'ailleurs qui n'arrivent pas à y entrer vont payer une terrible facture avec des conséquences sociales et des conséquences politiques que les marchands de peur attendent au coin du bois pour essayer de faire leur propre fortune, si vous voyez ce que je veux dire. En 2013, le déficit, on est à 4,3% de la richesse nationale. Bruxelles rappelle à François Hollande ses engagements. Bruxelles ne va pas lâcher l'affaire? Écoutez, je ne suis pas dans la peau du commissaire en question, mais à mon avis, ça va se terminer, et il faut que ça se termine par une négociation. Mais je pense qu'il faudrait que la Commission demande à M. Hollande des engagements précis de redressement du déficit, de la réorganisation du marché du travail, c'est-à-dire, au fond, faire les réformes que M. Schröder, qui est un des derniers grands hommes d'État en Europe, et M. Hartz, son compagnon de réforme, ancien patron de Volkswagen, ancien DRH de Volkswagen, dont un type qui ne parle pas de n'importe quoi, qui a été reçu d'ailleurs comme un chien sur un jeu de quilles en France et qui n'est pas à la gloire de nos institutions, par parenthèse. Eh bien, il faut maintenant que nous négocions et que la Commission demande à M. Hollande un engagement précis sur les réformes en cours et sur, je dirais, le calendrier où les réformes vont produire leur effet. Jean-Marie Cavada, vous parliez de Marine Le Pen. Écoutez ses vœux pour ces élections européennes, c'est le 25 mai. Écoutez ses vœux et vous réagissez juste après. Je le répète, le Front National peut arriver en tête aux élections européennes. Quel est votre objectif? Entre 20 et 25%? Mon objectif, c'est d'arriver en tête. C'est de créer une prise de conscience de ce que l'Union européenne est en train de faire vivre à notre pays. De l'immense souffrance qui est la conséquence de la soumission de nos gouvernements à des règles, à des dictates qui sont aujourd'hui inouïs dans leurs conséquences en termes de baisse des salaires, d'effondrement du pouvoir d'achat, de concurrence internationale déloyale, d'augmentation massive du chômage. Jean-Marie Cavada, est-ce que c'est possible, donc une majorité d'eurosceptiques au Parlement Madame Le Pen ne représente pas les eurosceptiques, elle représente les anti-européens. Des gens de bonne foi d'ailleurs pourraient se demander pour quelle étonnante raison esthétique, étant totalement contre l'Europe, elle vient se faire salarier en Europe. En ce qui me concerne, si je suis contre la Ligue des pêcheurs, je ne vais pas leur payer une cotisation et encore moins leur demander un salaire. Ceci doit être entendu par les électeurs. Il faut de la rectitude, surtout quand les choses sont difficiles. Il y a une deuxième chose. Cette dame, elle a eu un cabinet d'avocats. Elle connaît le monde. Elle avait probablement des clients qui n'étaient pas français. Elle sait très bien que l'ouverture de la France sur le monde, et notamment sur l'Europe, est une nécessité. Plus de 60% du commerce extérieur que nous produisons, des produits manufacturés ou des services. Notre marché, c'est l'Europe. Si on sort de l'Union, nos produits seront renchéris par des droits de douane en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Vous voyez un peu les centaines de milliers de chômeurs que ça va produire. Est-ce qu'elle va chiffrer ça? Est-ce qu'elle va dire le nombre d'emplois supplémentaires que le fait de sortir de l'Europe va naturellement? Non. Non, parce qu'elle sait bien qu'on en perdrait immensément. Autrement dit, je vois se dessiner dans une sorte d'imprécision et d'invective, une sorte de partie de la peur ou de partie du dégoût. C'est pas avec ça qu'on va redresser le pays. Ceux dans les familles... Tous ceux qui seraient tentés de voter eurosceptiques ou anti-européens, qu'est-ce que vous leur dites? Non, ne mélangeons pas, monsieur, eurosceptique, eurocitoyen, anti-européen, eurosceptique et pro-européen. Il n'y a que 3 courants en France. Hein. Madame Le Pen, c'est les anti-européens et là-dedans on met tout. On met tout. Hein? Et même s'il ne fait pas beau, j'attends le moment où elle va dire que c'est la faute de l'Europe. Non, ce n'est pas acceptable. Les eurosceptiques, ce sont des gens très intéressants, parce qu'il faut leur dire que ce qui va mal en France, le chômage, ce n'est pas l'Europe. Et Mme Le Pen est trop intelligente pour ne pas connaître ça. Et si elle venait ici plus souvent, elle verrait que ce n'est pas du tout ça. Non, le chômage, c'est parce que la France n'a pas fait ses réformes. Ce n'est pas les contraintes de Bruxelles. Sinon, l'Allemagne serait à genoux. Elle a les mêmes règles que nous. Il ne faut pas tromper les gens. C'est beaucoup trop grave. Et je pense que nous devons nous lever dans un mouvement de vérité. Je ne dis pas que l'Europe est parfaite. Je dis que sans l'Europe, nous sommes morts. Et je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie que mes enfants meurent. Je n'ai pas envie que le pays devienne l'Italie en attendant de devenir l'Égypte. Je n'ai pas envie. Il y a un dernier sondage qui vient de tomber, qui donne 22% des Français voteraient pour l'UMP aux élections européennes, pour le PPE, 20% pour le Front National et 18% pour le Parti Socialiste. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que c'est un sondage et que je ne veux pas passer mon temps à commenter ce qui va venir. On verra bien comment ça... C'est un peu trop tôt, personne n'a fait campagne. Donc, mais c'est un fait que l'Europe
a besoin d'être réformé. Vous allez faire campagne sur quoi, vous, alors? Je vais faire campagne, nous allons, Madame de Sarnez, Chantal Joanneau en numéro 3 et moi, c'est-à-dire l'ensemble UDI et Modem, nous allons faire campagne sur une chose simple. Si vous pensez que l'Europe, c'est l'avenir des réformes en France, c'est la façon de tirer la France vers le haut et donc de pourvoir les emplois, alors votez pour les Européens. Entre Madame Le Pen et nous, en réalité, il n'y a personne. Parce que même quand il y a des Européens ailleurs, ils n'osent pas le dire. Tantôt parce que le parti auquel ils appartiennent leur dit moderato cantabile, n'en parlez pas trop, quoi. Tantôt parce qu'ils n'ont aucune conception européenne. Et puis par-dessus tout, nous sommes des Français, nous avons signé des traités dont nous avons tiré prospérité et grandeur. Et même s'il y a du chômage, la France serait petite s'il n'y avait pas eu l'Europe. Il faut regarder les choses en face. Sur ce sujet, qu'est-ce que vous inspire ce constat fait il y a quelques jours par un de vos anciens collègues, Jean-Louis Bourlange, ancien député européen de centre-droit, qui disait « ça fait 50 ans qu'on fait l'Europe, mais ça fait 50 ans qu'on fait l'Europe avec des gens qui ne veulent pas de l'Europe ». Oui, c'est pas tout à fait faux, ça. Les gens qui ont dirigé l'Europe depuis plusieurs décennies n'étaient pas des Européens convaincus. Quand les chrétiens démocrates et les chrétiens sociaux ont quitté les gouvernements européens, la notion d'Europe s'était beaucoup plus effondrée. Et le dernier qui était au pouvoir en Europe, c'était Jacques Delors. Est-ce que vous diriez à Jacques Delors qu'il n'a pas fait du bien à l'Europe et à la France? Moi, en tout cas, je ne le dirais pas. Merci Jean-Marie Cavada d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, place au reportage. Lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption ou l'évasion fiscale. À Strasbourg, on forme des fonctionnaires de tous les États membres de l'Union européenne contre ces fléaux. Et ça marche. Regardez le reportage de Charles Villanove. Okay. De loin, cela ressemble à une sortie touristique. We take this one. De près, le lieutenant-colonel Philippe Marie mène son groupe à la baguette. We take this one, please. Okay, go. Ils sont juges, magistrats ou encore policiers. Venus de tous les pays de l'Union européenne, ils sont 30 à avoir fait le déplacement. Objectif, apprendre à traquer l'argent sale. Pendant 3 semaines, ils alternent entre pratique et théorie. Au programme du jour, une simulation de perquisition. So now let's go to the demonstration. This is a normal road traffic control, ID verification and all the papers for the vehicle. You know? Pendant la scène, le lieutenant-colonel traduit et explique toutes les étapes du contrôle. Vous sortez, s'il vous plaît. So the driver is supposed to go out from the vehicle. Les élèves ne sont pas novices, ils ont été triés sur le volet dans leurs pays respectifs. Have a look how the dog reacts. Qu'est-ce que vous avez dans les poches, monsieur? Shit. And because they found some drug, it is enough for us to search everything, to open everything, and it's legitimate. C'est quoi ça? Justement, lors de la fouille, les gendarmes trouvent des documents attestant de flux financiers illégaux. C'est là que les enquêteurs entrent en jeu. Ils vont devoir remonter à la source du trafic. Une mise en situation qu'ils apprécient. Un relevé de compte bancaire. Tout cela a l'air vrai. C'est très différent dans mon pays. Ici, ils font ça calmement, rapidement. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont professionnels. Avec ce genre de formation et plus d'interaction entre les pays, on pourrait accélérer les enquêtes et être plus efficace à l'avenir. La coopération, un des enjeux majeurs de cet apprentissage. Entre les contacts et les informations recueillies, l'Union européenne y trouve son compte. C'est pourquoi elle finance la formation à hauteur de 90%. Les 10% restants sont pris en charge par la ville et l'Université de Strasbourg. Chantal Cutajar est à l'initiative du programme. Très vite, elle a compris l'importance d'une collaboration entre les Européens. C'est l'occasion d'échanger des pratiques, ce qui va nous permettre, nous également, de présenter à la Commission européenne un état des lieux, des bonnes pratiques, voir ce qui fonctionne bien, voir pourquoi ça ne fonctionne pas à tel et tel endroit, et qui nous permettra de faire des préconisations en termes législatifs ou en termes opérationnels. En matière de fraude fiscale, l'arnaque se niche dans les détails. Du coup, la formation passe en revue tous les aspects de l'investigation financière. Des cours très spécialisés qui nécessitent parfois des experts.
Chantal Cutajar a fait appel à Hervé Le Toqueux du service des douanes. Il est venu pour expliquer une escroquerie bien connue des autorités françaises, la fraude à la TVA. Ce qu'on vient enseigner, c'est un petit peu la méthodologie de détection et surtout la méthodologie d'action, le partage d'informations, la nécessaire structuration des échanges avec les pays étrangers, puisque par défaut, cette fraude était de type international, elle concernait plusieurs pays. La formation est victime de son succès. Elle n'organise que 2 sessions par an, alors que la demande ne cesse d'augmenter. L'évasion fiscale est désormais dans le viseur des États membres, et pour cause, elle coûterait plus de 1000 milliards d'euros à l'Union européenne, soit plus de 4 fois le budget de la France. Voilà, c'était un reportage de Charles Villanove. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Françoise Castex. Bonjour, bonjour. Vous êtes eurodéputée Nouvelle Donne, hein, vous avez quitté récemment le groupe socialiste. Pourquoi le Parti socialiste, et je suis encore dans le groupe socialiste et démocrate jusqu'à la fin de la mandature. Pourquoi avoir quitté le Parti socialiste, pas assez à gauche J'avais certains désaccords, effectivement, sur l'orientation du Parti socialiste, notamment sur les politiques d'austérité, sur le pacte de responsabilité, mais je ne sais pas si on est là pour parler de ça aujourd'hui, une autre fois. À vos côtés, Jean-Paul Gauzès, bonjour, vous êtes eurodéputé PPE, vous confirmez, vous restez à l'UMP, vous hein? Je reste à l'UMP. Voilà. Alors, question toute simple, vous venez de regarder ce reportage, une école pour pister l'argent sale, madame, monsieur le député, ça vous inspire quoi? Françoise Castex. C'est un début de coopération. L'Union européenne a pointé ce problème de la corruption, de l'évasion fiscale. Il y a même créé au sein du Parlement européen une commission spéciale sur la criminalité organisée dans laquelle je siégeais. Et ce type de formation est à une petite échelle face à l'ampleur du problème, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut initier en formation, mais aussi en coopération institutionnelle entre les polices. Et en ce qui me concerne, je propose des mesures beaucoup plus fortes avec la création d'un parquet européen, de manière à ce qu'il puisse y avoir une saisine d'un juge européen, puisque c'est de la criminalité transnationale et que quelquefois il est très difficile de les coincer au niveau de la justice dans un État membre, et puis des sanctions de type confiscation des biens, et puis une liste noire, par exemple, des entreprises qui fraudent, qui ne pourraient plus soumissionner à des marchés publics. Jean-Paul Gauzès, on devrait être plus ambitieux je crois qu'il y a ce reportage appelle à deux idées simples. La première, c'est qu'un certain nombre d'événements ne peuvent être traités qu'au niveau européen. Et on voit là l'utilité de l'Union européenne, la coopération nécessaire entre les États pour éviter qu'il y ait des endroits de non-droit ou de protection trop fortes. Deuxième aspect sur lequel moi je souhaite insister, c'est la différence entre la fraude fiscale et ce qu'on pourrait appeler l'évitement fiscal. La fraude fiscale, c'est un délit. Ça doit être poursuivi, réprimé, avec les dispositifs qui étaient évoqués. L'évitement fiscal, c'est le fait qu'un contribuable essaie légalement de ne pas payer des impôts plus qu'il a envie de le faire. Et cet évitement fiscal peut être lui-même évité, si on a une meilleure harmonisation fiscale au niveau européen. À ce moment-là, il n'y aura pas des niches ou des possibilités d'échapper à l'impôt. Mais on ne doit pas mélanger la fraude et l'évitement fiscal, ou ce qu'on appelle aussi l'optimisation fiscale. Voilà. Alors, madame la députée, monsieur le député, la directrice de l'école, elle vous interpelle, vous, les parlementaires, elle vous pose une question. On écoute sa question et vous réagissez juste après. Seriez-vous prêt à initier et à soutenir une résolution pour demander à la Commission européenne d'adopter un instrument juridique européen pour promouvoir les investigations financières à l'échelle de l'Union européenne? Voilà une résolution pour demander à la Commission de promouvoir les investigations financières à l'échelle européenne. C'est ce que vous demande la directrice de l'école. C'est possible ou pas? Bien sûr que c'est possible. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'un parquet européen, c'est à ça que je pensais. Il y a eu des votes déjà du Parlement européen
qui sont favorables à l'institution de ce juge européen. Et là, je rejoins Jean-Paul Gauzès, c'est vraiment plus d'Europe qu'il faut pour traiter ce sujet. Et ce parquet pourrait avoir des sections spécialisées dans la fraude financière, dans la traite des êtres humains, voilà, pour traquer et pour juger et pour sanctionner toute la criminalité organisée au niveau transnational. Alors il y a la fraude et l'évasion fiscale. Fraude et évasion fiscale, c'est 2 milliards d'euros qui plombent l'Europe. Il y a quelques jours, l'Autriche et le Luxembourg se sont mis d'accord. Ils ont dit au revoir au secret bancaire après 6 longues années de blocage. Les deux pays ont enfin accepté d'y mettre fin. C'était il y a quelques jours. Ça va changer quoi concrètement, Jean-Paul Gauzès? Pour répondre à la question de la directrice, je réponds oui, sans réserve. Deuxièmement, le Parlement a voté très récemment une résolution sur la question de la fraude fiscale et nous avons eu une très large majorité. J'étais un des co-signataires avec mes collègues de gauche de ce texte. La fin du secret bancaire. Sur la fin du secret bancaire, effectivement, le texte était bloqué. Pour la petite histoire, le dossier sur la fiscalité de l'épargne a été terminé du côté du Parlement à la fin du mandat précédent. Le rapporteur était quelqu'un qui a fait son chemin depuis, c'est Benoît Hamon. Et puis pendant 5 ans, les choses ont traîné. Et maintenant, finalement, l'Autriche et le Luxembourg ont accepté l'échange automatique d'informations. Ça va changer, c'est que ça ne sera pas aux administrations d'aller pêcher des informations là où elles auront des soupçons. Elles recevront directement les informations utiles concernant les mouvements financiers. Et c'est une bonne chose. Parlons maintenant de la corruption. La corruption, on pense aux pays du tiers-monde. Finalement, ça concerne aussi l'Europe. Il y a ce sondage, cette étude Eurobaromètre sur la perception des Européens. Plus des 3/4 des Européens estiment que les pots de vin, les emplois fictifs, les détournements publics et autres financements occultes de partis politiques, je cite, sont très répandus en Europe. C'est leur perception. Et il y a l'effet aussi, pour la première fois, la Commission européenne, il y a quelques jours, a présenté un rapport sur la corruption qui représenterait 120 milliards d'euros chaque année dans les 28. Est-ce qu'on manque de volonté politique pour combattre ce fléau, Françoise Castex? Je crois que déjà, à l'intérieur même des partis politiques et des groupes politiques, il faut être intransigeant et c'est zéro tolérance sur la corruption des élus. En fait, vous avez subi, vous, les groupes de pression, les lobbies au Parlement européen? Non. On a essayé de vous acheter? Non, moi... Les lobbies, c'est pas la corruption. Oui, les lobbies, c'est pas la corruption. Quelqu'un qui vient vous parler, présenter ses positions et défendre ses intérêts, il fait son travail. Une valise de billets à côté, c'est de la corruption. Oui, mais en ce qui me concerne, on m'a jamais proposé de valise de billets, donc je ne dois pas avoir une tête à accepter des valises de billets. Mais on a vu, il y a eu cette fameuse caméra cachée, vous savez, qui a piégé quelques parlementaires en début de mandat sur de la corruption en échange de dépôt d'amendements. Quand on connaît le fonctionnement du Parlement européen, on se demande d'ailleurs comment on peut payer pour déposer des mandats. Ça vaut parce rien. Que, voilà. Mais la réponse du Parlement européen et des groupes politiques a été immédiate et les députés européens ont été exclus du Parlement européen. Donc c'est ce que j'appelle zéro tolérance, parce que ce qui met la suspicion sur l'ensemble de la classe politique, c'est qu'il n'y ait pas de sanctions quand des rares cas de corruption sont... corruption, clientélisme, etc., sont dévoilés et que ça n'a pas de conséquences. Donc là-dessus, il faut être intransigeant. Oui, je crois qu'il faudrait... Mais moi, ce qui me rend tout de même quelquefois un peu étonné, c'est de voir qu'on connaît si bien le montant de la corruption. Parce que si on connaît le montant de la corruption, c'est qu'on en connaît parfaitement les rouages. Et donc si on en connaît les rouages, on peut prendre des mesures pour essayer de l'éviter. C'est comme l'évasion fiscale, on dit ça fait tant de milliards, si vous n'avez pas l'évasion fiscale, vous feriez moins d'impôts. Ben alors pourquoi on ne prend pas les mesures? Je crois qu'il y a eu un problème de volonté politique, c'est vrai. Parlons un peu de politique politicienne, celle qui vous concerne, les élections, c'est le 25 mai. Comment elle se passe la campagne Jean-Paul Gauzès, vous n'êtes pas sûr d'être réélu, hein, pourtant vous êtes cité comme étant l'un des députés les plus influents, hein, les plus bosseurs. Les élections, c'est toujours un peu aléatoire, hein, c'est le jeu de la démocratie. Je suis en 3e position dans une région où nous avons au total où il y a 10 députés et nous avons 4 sortants, donc on peut penser, compte tenu des résultats du week-end précédent, que ça devrait aller, mais on n'est jamais sûr. Françoise Cassette, vous avez été carrément évincée de la liste PS. Oui, on peut dire ça comme ça.
Pourquoi? C'est quoi? Il n'y a pas de justice? Non, je ne sais pas. C'est sans doute aussi le mode de fonctionnement, le mode de constitution des listes. C'est toi, on prend des personnalités médiatiques, on oublie ceux qui bossent. C'est ça, des tractations. Voilà. Bon, voilà. Peut-être aussi parce que je ne tenais pas toujours très bien la ligne qu'il fallait dans mes votes au Parlement européen. Voilà, donc du coup, je suis en accord avec moi-même. J'ai rejoint ce nouveau parti, Nouvelle Donne. Et voilà, le challenge que nous posons est difficile à relever, quand important. C'est quoi les sondages? C'est un challenge difficile, puisque nous voulons parler aussi à tous ces abstentionnistes et leur dire soyez pas si désespérés du fonctionnement de la politique. Vous avez écrit une tribune en direction d'un des candidats à la présidence de la Commission européenne, Martin Schulz. Oui. Le président du Parlement européen, oui. PS, qu'est-ce que vous lui dites en 2 mots? Je lui dis que la réponse moi, que j'attends de lui, c'est de savoir si vraiment il fera une coalition avec la droite, et il dit qu'il veut réorienter la construction et l'orientation de l'Union européenne. Est-ce qu'il est prêt à mettre un terme aux politiques d'austérité, aux diktats de la Troïka, et à enfin s'avancer vers un vrai projet de budget européen avec des ressources propres, etc. Voilà. Madame la députée, monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires.